Donc nous allons poursuivre cette journée d'études avec l'atelier mémoire qui sera consacré à la notion de la mémoire dans les arts, notamment à l'allégorie de la mémoire et à la mémoire transmise à travers les œuvres d'art faisant partie des collections des musées. Donc notre premier intervenant, c'est Renato Menezes Ramos, il est doctorant en histoire de l'art à l'école des études en sciences sociales. Il prépare une thèse de doctorat sur les déploiements de l'idée de terribilità dans la réception de Michel-Ange après Vasari. Vous avez la parole. Bonjour à tous, à toutes et à tous. D'abord, je voulais remercier à l'équipe de l'INHA d'avoir accepté cette proposition et aussi remercier à tous les présents. Et donc, je passe directement à la lecture pour être bien dans le temps. Donc, j'ai partagé en fait cette présentation en 3 fragments et j'espère qu'il soit tout clair. Vous m'écoutez bien? Vous m'entendez? Donc, fragment 1, Homo Universalis. C'est d'un commun accord que les historiens de l'art et de la culture, depuis le XIXe siècle, pensent la Renaissance comme un phénomène fondamentalement italien, répandu en plusieurs régions de l'Europe après 1527, suite au sac de Rome. Si elle se définit comme un style, d'après Wolflin, ou comme un mouvement, ce qui Gombrich a essayé de montrer, cela n'est pas tant la question, puisque dans tous les cas, elle s'est configurerait de manière cohérente pendant un temps bien défini. C'est aussi selon un présupposé optimiste et 19e que cette période est perçue comme un mouvement, comme un moment d'exaltation de l'humain par rapport aux contingences de son temps. L'idée alors d'une découverte de l'homme et du monde, la formule créée par Jules Michelet et reprise par Jacob Burckhardt, selon Huizinga, est tout à fait envisageable. Néanmoins, toutes ces conceptions assez figées ne sont que les produits d'une fabrication lente et sélective réalisée au fil du temps. C'est là qu'Ancide affirme une conception du temps pendant très longtemps hégémonique qui comprend l'histoire en tant que ligne courbe où les sommets dépassent la dépression. De cette façon, le renouvellement solaire de la Renaissance expulsait les imprécisions ombragées de temps précédents. En effet, la découverte de l'Amérique par Colomb exigea du vieux monde la création de nouvelles catégories mentales pour saisir ces nouveaux genres humains qui n'étaient pas encore bien compris. La révolution copernicienne, d'autre part, constitue le processus qu'on peut comprendre comme la découverte du ciel, dont Galilée a été aussi un acteur malheureux. La centralité des dieux, remplacée par la centralité de l'homme, signifie, autrement dit, le dépassement du nec plus ultra par le plus ultra. L'utopie de l'universalisme moderne, dont la Renaissance est un symbole, concordera non avec la grandeur in natura des dieux, mais avec la puissance du mouvement expansif de l'homme. Le maniérisme, terme utilisé pour inclure certaines façons de comprendre la dernière crise de la Renaissance, selon Chastel, ou son automne, selon Ossola, attaché justement à son expansion après le sac de Rome, est loin de manifester la cohérence que la critique a attribuée à la soi-disant haute Renaissance. Toutefois, il faut reconnaître le caractère universaliste qui dessine les contours de ces temps à partir de personnages parmi lesquels figure Archibald lui-même. Il ne sera pas question de discuter ici la charge conceptuelle du terme maniérisme et je ne présenterai pas non plus le panorama historiographique qui tend à opposer les formalistes comme Hoc, Friedland, Dvorak, Briganti, etc., ou révisionnistes qui comprennent donc Nirolm, Sol, Arras, etc. Il sera plutôt l'occasion d'admettre que la crise symptomatique
de cette période coïncide avec le mouvement de dilatation de l'homme dans le monde, soit du point de vue physique, soit du point de vue spirituel. Pour cette raison, Thomas da Costa Kaufmann a très justement utilisé l'expression de maniérisme international. Ce n'est pas par hasard. Le cabinet des curiosités et le cabinet de merveilles se sont multipliés, aussi que les fameuses sali delle carte geografiche, aussi dites comme salle degli mappamondi. Et donc rappelons-nous de la salle appelée guardaroba du Palazzo della Signoria, dont le projet a été fait par Vasari en collaboration avec le cosmographe Fra Miniato Pitti en 1560. La salle del Mappamondo à la Villa Farnese à Caprarola, dessinée par Giovanni Antonio da Varese et dite Il Vanosino, témoigne du goût pour la cartographie peinte en grande dimension. Ces exemples suffisent pour rendre compte du fait que désormais le monde, en toutes ses subtilités et ambiguïtés, s'accommode à l'espace d'une salle et toute son infinitude est disponible à l'appréciation demeurée et répétée. L'unité primitive des choses, commune à toute forme d'existence, ne pourrait être atteinte que par l'accumulation et son exposition. C'est seulement par la réunion de toutes sortes de matériaux offerts par la nature qu'est possible la compréhension du principe de la polarité des choses. D'ailleurs, les choses sont leurs essences et le fragment de la chose conserve en soi sa totalité en tant que telle. Ces orientations constituent un des fondements hermétiques le plus partagé dans les milieux néoplatoniciens de la Florence du Quattrocento, représentés notamment par Marsilio Ficino, Marcel Fisson et Pico della Mirandola, à partir duquel on reconnaît la racine de la philosophie humaniste. Si l'axiome pythagoricien homo hominias creatura, à savoir l'homme ou l'un est la somme de tout, résista jusqu'à la fin du XVIe siècle et s'il arriva à Arcimboldo, on ne douterait pas qu'il aille accrocher en devise peinte sur un de ses possibles paysages anthropomorphes. L'image qu'il inscrit est une démonstration ou simplement une monstration de l'affirmation. La partie de l'unité est déjà sa totalité. C'est dans cette clé d'interprétation que les bibliothécaires doivent être compris. Autrement dit, en tant qu'allégorie de la totalité de la composition de l'univers visible et de l'univers subjectif du sujet représenté, les peintres élabore un discours complexe autour de l'unité totalisante du tout. Le bibliothécaire est réciproquement le livre. Par ailleurs, on peut penser aussi à d'autres compositions d'Arcimboldo. Les saisons, une première version réalisée d'abord en 1562, puis une deuxième en 1573, c'est justement celle-là qui se trouve au Louvre, ne sont pas simplement illustrations de cette dialectique unité-tout, en comprenant les printemps comme fleurs et ainsi de suite. On sait bien que les saisons de l'année ont souvent servi de métaphore au cycle fini et infini des âges de l'homme. Cela étant, le bibliothécaire établit un dialogue intéressant avec les juristes. Un possible portrait de l'empereur Maximilien défiguré après un accident. S'agit-il de l'opposition ou de la complémentarité des livres d'art libéraux ou ceux de l'art juridique? Il serait un commentaire à la liberté et à l'imitation de l'interprétation du texte, ou ce serait encore l'expression de la vision du peintre à propos de l'universalité de la connaissance. Sauf les dimensions, ce qui ne constitue pas un vrai problème. L'année d'exécution,
la composition triangulaire déjà compris comme en A, en lettre A, en référence à la signature manquante ou occultée de l'artiste, et le fait de composer le petit ensemble des tableaux transférés en Suède en 1648. Donc ça, c'est justement les tableaux transférés en Suède au XVIIe siècle, pendant la bataille de Prague, sont des facteurs qui peuvent renforcer ce lien. Dans cette même année, Archimbold, donc 1566, Archimbold réalisa le cycle conservé aujourd'hui à Vienne sur les éléments. Cet ensemble renforce notre argument. Les œuvres n'ont pas les mêmes dimensions, mais composent entre elles une cohérence indéniable. En tout cas, la perspicacité d'Archimbold réside dans le fait d'échapper toujours à toutes sortes d'interprétations closes par la brèche qui donne accès à l'infini que lui-même ouvre. Donc, fragment 2. Mémoire du monde. En 2001, Jean-Paul II déclara Isidore de Séville, le patron de l'Internet, parce que ce théologien, un des derniers docteurs de l'Église, s'était engagé dans le travail de non seulement compiler les étymologies, mais aussi de recueillir, toutes sortes de connaissances héritées des anciens. Il créa donc une expérience des savoirs analogue à celle engendrée par l'Internet. Toute la connaissance du monde se met à la disponibilité du regard individuel. Là, j'ai mis juste une petite illustration, une interprétation en fait pour le livre Étymologie de Isidore de Séville, où il comprend un des premiers mappements. Donc ça, c'est un mappement. Donc, il a été canonisé néanmoins en 1598 par Clément VIII, 2 ans après la mort d'Archimbold et quand la Renaissance, en somme, était déjà enterrée. Au fond, Clément VIII exprimait un acte de synthèse minutieuse de son temps jusqu'à lui. Il s'est positionné ainsi dans le siècle qui a réuni et a défini les Vulgates, paru en 1592 dès le début de son pontificat, mettant fin ainsi aux discussions autour du texte biblique. Paradoxalement, en 1596, il réédite l'Index Librorum Prohibitorum, alors que des années après, Giordano Bruno est condamné à être brûlé par l'Inquisition. Remarquable penseur, Bruno développe dans son livre De l'infinito universo mondi de 1584, par exemple, une complexe théorie autour de l'infini, prévoyant la place des dieux et de l'homme dans l'univers. Dans un moment de perte progressive de l'autorité catholique dans l'Europe, les théories de Bruno signifiaient une menace potentielle étant donné la qualité de son argumentation. Par ailleurs, les philosophes napolitains étaient aussi un grand usager des arts memoriae, c'est-à-dire la technique de la mémoire, la mnémotechnique, fondée par Hermès Trismégiste dans le Corpus Hermeticus, traduit par Marcel Fissan, et très utilisée depuis l'Antiquité. Cette technique se maintient comme une référence fixe pendant tout le Cinquecento et tout intellectuel humaniste les connaissait très bien. Giorgio Vasari est né à Arezzo, mais il a été éduqué en Florence dans le cercle du premier maniérisme, celui de Rosso et Pontormo. Il admirait la philosophie ficinienne. En 1566, lorsqu'Archimbold peint Les bibliothécaires à Vienne, Vasari préparait la 2e édition des vies des plus importants artistes, livre paru premièrement en 1550, largement corrigé et amplifié pour reparaître en 1568, comme vous voyez, le frontispice des 2 éditions.
À cette époque, déjà 4 ans après sa mort, Michel-Ange restait le terme indépassable de la téléologie artistique que Vasari avait entreprise dans son ouvrage. Georges Didier Obermann a bien relevé les caractères mémoriologiques de l'histoire conçue par Vasari, un artiste avant tout. L'affirmation de Didier Obermann est renforcée par le biais que Michel-Ange fait arriver à Vasari par Giovan Francesco Fatucci suite à la parution de la première édition de son ouvrage lorsqu'il était le seul artiste encore vivant. Michel-Ange dit à la fin de cette pièce jointe qu'il ne s'étonne pas en étant Vasari un ressuscitateur, il dit resuscitatore des hommes morts, qu'il prolonge la vie des vivants, et encore que le mal vivant s'exaspère jusqu'à leur mort. Il finit dit Michel-Ange donc, pour abréger, je suis tout à vous comme je suis. Le livre de Vasari est ici la matière même de l'éternité et les mots ouvragés de Michel-Ange pourraient être remplacés tout court par verba volant scripta manet. Au-delà du rapport Michel-Ange-Vasari soulevé par cette lettre, l'important c'est que Vasari consolide l'image de l'artiste de cour, collectionneur et écrivain. Lui, en tant qu'artiste, de même que d'autres historiens italiens de plein droit, tels que Nicolas Machiavel, Benedetto Varchi, Pietro Bembo, etc., établissent non seulement un modèle de faire histoire, entre guillemets, mais ils représentent aussi un paradigme de posture humaniste répandu dans toute l'Europe. Arcimboldo, nonobstant sa résidence à Vienne à l'époque de la réalisation des bibliothécaires, n'était pas distant de l'effervescence culturelle et intellectuelle italienne, et surtout il conservait une connaissance héritée de l'humanisme et du mysticisme lombard. En 1957, l'historien de l'art Sven Alphons a suggéré pour la première fois que les bibliothécaires seraient en effet un portrait de Wolfgang Latius, scientifique historien de Maximilien II et qui a joué un rôle assez important comme cartographe à la cour des Habsbourg, à laquelle Arcimboldo a servi. C'est en suivant le paradigme de la portraiture humanistique que Latius sera représenté par Hans Baldelotensack par une gravure reprise des années après dans l'ouverture de son livre sur numismatique. Si l'hypothèse d'Alphonse est correcte, le tableau est donc un portrait dont je mets côte à côte. Les portraits dont le processus de réalisation serait marqué par la mort du portraituré ou, à la limite, serait bien un portrait posthume. Dans tous les cas, l'affinité de Latius avec le livre, ainsi que son regard dirigé vers le dehors du tableau, produisent des échos dans l'œuvre d'Arcimboldo. Néanmoins, le peintre comprend son œuvre par le biais d'un tel dynamisme d'expression quasi impossible dans la gravure. Les rideaux du fond, comme ornement, offrent dans la peinture toute l'instabilité d'une pile de livres animés qui transiteraient d'un espace à l'autre, laissant le tissu glisser sur son épaule. La question qui reste est en quelle mesure cette peinture est, plutôt qu'un portrait de Latius, un emblème parodique du paradigme humaniste en tant qu'édifice chancelant de livres. Et donc le dernier fragment 3, Fune les bibliothécaires. Il a été peut-être noté que le titre de cette présentation se réfère directement au film réalisé par Alain Resnais, lancé en 1956, intitulé « Toute la mémoire du monde ». Filmé dans les dépendances de la Bibliothèque nationale de France, lorsqu'elle n'occupait que le quadrilatère Richelieu, les courts-métrages discourent sur l'universalité de la connaissance que l'espace physique de la bibliothèque symbolise si bien. L'histoire, avec un grand H, est l'histoire des tout. En revanche, je souhaiterais renverser l'impact que le titre du film a sur le titre de cet exposé, parce que la condamnation à la mémoire à laquelle fu nel memorioso
de Georges-Louis Borges est soumis permet de tracer librement ces parallèles. De manière générale, Borges reprend le même topos employé par Archimboldo dans le bibliothécaire. Par sa mémoire extraordinaire, Funes, capable de se rappeler de tout dans ses plus infimes détails, est victime de son prodige. Il n'avait pas pourtant la capacité de penser, d'oublier les différences, de généraliser, d'abstraire, pour reprendre les mots de l'écrivain argentin. Funes donc, expire comme un homme décadent et halluciné dans les fonds obscurs d'une chambre isolée. La décadence est un élément qui appartient au vocabulaire d'Archimboldo. Au plus, c'est une partie intégrante de sa vie. Il est né à Milan dans la fatidique année de 1527, lorsque l'armée de Saint-Empire romain germanique, commandée par Charles V, occupe et pille Rome. J'ai oublié la photo de Georges-Louis Borges pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il témoigna de la chute des empires locaux européens sous la domination habsbourgique et qui les maintiendra très longtemps sur une partie significative du monde occidental. Archimboldo connaît comme personne le trait de la décadence humaine, et si le bibliothécaire est un commentaire à cette question, c'est parce qu'il avait bien compris l'avenir en plusieurs échelles. Les topos du plus ultra, la marque indélébile du monde moderne, n'a pas rassuré la conquête du monde, mais sa méconnaissance et son effondrement. La nature succombe progressivement, tandis que toute création humaine est condamnée à l'oubli absolu. Tout mécanisme d'approvisionnement est obsolète aussitôt que son invention. Bref, Archimboldo est un contemporain dans le sens défini par Agamben. Il dépeint son époque à partir de ce qu'il y a de plus atemporel, en comprenant à l'instant ce qu'il était déjà signe d'un futur dans le présent. Merci. Merci Renato. Donc je vous propose d'écouter le second exposé et ensuite, si vous avez des questions, vous pourriez les poser tout à la fin. Donc la parole revient à Bénédicte Roland-Villemont, qui est conservateur en chef du patrimoine à l'Institut national du patrimoine et doctorante en histoire des techniques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle prépare une thèse sur l'histoire des techniques, matières et matériaux dans la pratique des musées de France des années 1960 aux années 2000. Bonjour à tous. Merci, Katharina, une fois de plus, de m'avoir permis de participer à ces rencontres de la Galerie Colbert. Donc, en fait, quand j'ai fait cette proposition-là, c'est en partant d'un texte d'Octavio Paz, dont je vais vous reparler par la suite. Et c'est aussi, puisque nous parlions des bibliothécaires, la notion d'accumulation, l'art, le savoir et la mémoire, et l'accumulation, puisque nous sommes au début de la Renaissance, où là, mais vous avez certainement assisté à la conférence inaugurale de Patricia Falguière, je ne pouvais pas y être, qui a dû vous parler justement de l'apparition des cabinets de curiosité, qui étaient des lieux d'accumulation du savoir sous toutes les formes, aussi bien que les sciences humaines, les spécimens naturels et aussi les livres, et que je me suis justement demandé si le musée n'était pas une accumulation et comment mettre de l'ordre dans le chaos de cet univers qui était souvent les musées, puisqu'avec l'élargissement de la notion de patrimoine en France et en Europe dans les années 1980, vous avez des musées à peu près de tout. Il y a même une muséomanie peut-être qui commence à se développer. La muséomanie de notre époque est le produit d'une société qui semble vouloir prendre le chemin de se muséaliser dans sa totalité. La culture matérielle devient un objet historique en soi. C'est Martin Roth, qui est un ethnologue, qui a écrit ça dans Collectionner ou accumuler dans la revue Terrain. Et donc, puisque si vous reprenez uniquement les musées en France qui ont le label Musée de France, qui
qui est un label qui est octroyé par le ministère de la Culture, il doit y en avoir autour de, je dirais, 2000. Ce qui veut dire que je ne compte pas tous les musées dits privés, puisque, en fait, n'importe qui peut ouvrir un musée, mais pas un musée de France, puisque pour un musée de France, il y a des conditions juridiques. Et que donc, il y a des musées absolument de tout. Il n'y a pas que le musée du Louvre, il y a aussi des musées absolument de tout. Et donc, je voulais justement c'était aussi une réflexion. Elle est très écrasée, cette tête, non ? Ils sont très écrasés. C'était aussi une réflexion par rapport à mon activité de conservateur, puisque j'ai travaillé dans 3 musées nationaux. Je me suis toujours occupée aussi de la notion de l'inventaire et du récolement, qui sont devenues des obligations juridiques, mais qui sont pour moi aussi une forme, justement, comme un peu un bibliothécaire qui va classer ses livres, qui va avoir cette angoisse du classement, d'essayer de classer, de faire des typologies d'objets pour classer le monde. Puisque... Et donc ici, je vous montrais, c'est l'écomusée du verre à Trélon dans le Nord, un écomusée industriel, puisque je me suis particulièrement intéressée aussi au musée industriel, qui, vous voyez, collectionne aussi, depuis le four à verre jusqu'au produit fini, qui sont des bouchons. Vous avez toute une accumulation, presque une accumulation d'art contemporain, on a l'impression que c'est un artiste contemporain, de bouchons de flacons pour la verrerie blanche, qui sont des bouchons de flacons pour des parfums, l'industrie du parfum. Donc ici aussi, puisque je me suis aussi beaucoup occupée, la notion aussi de musée, il y a la partie publique, comme la bibliothèque et la salle de lecture. On a vu tout à l'heure José Luis Borges dans la salle de lecture. Il y a aussi tout ce qu'on appelle, dans les bibliothèques et les magasins, les réserves des musées, qui sont des accumulations ou des organisations. Donc ici, j'ai pris au hasard trois réserves de musées. Vous avez, je crois, ici la réserve du musée des Beaux-Arts de Valence, Valence en France, où vous avez donc une accumulation de tableaux sur des grilles que l'on tire. Ici, vous avez les musées, les réserves du musée national des techniques qui sont à Saint-Denis, puisque le musée est à Paris, mais les réserves sont souvent pour des raisons d'ailleurs purement de mètre carré, du prix du mètre carré en dehors. Et là, vous avez le centre de conservation et de ressources du MUCEM à Marseille, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est ouvert en 2013 et qui fait aussi des visites. Donc voilà, c'était l'idée aussi, le temps où le musée se présentait comme une accumulation d'objets dans une ambiance de grenier, où la différence entre les salles d'exposition et les réserves était assez mince, est aujourd'hui révolue. Les institutions favorisent désormais les présentations qui s'organisent autour d'un discours construit à partir d'objets soigneusement sélectionnés pour en être la traduction. Donc ensuite, voilà, voilà le texte dont je suis partie, donc un texte d'Octavio Paz, qui est un poète essayiste et diplomate mexicain, qui a eu le prix de Nobel en 1946, et il était très francophile et très... pardon, qu'est-ce que je vous ai dit ? En 1990, pardon. Entré dans la carrière diplomatique en 1945, il vient en France à partir de 1946. Il y fréquente les surréalistes, et plus particulièrement André Breton et Benjamin Perret, dont il devint un ami proche. Et il reviendra vivre à Paris entre 1959 et 1962. Et donc le musée des arts décoratifs, en face, lui propose de faire la préface d'un catalogue d'exposition qui s'appelait Formes utiles en 1953. Formes utiles étant justement consacrées à des objets dont la première mission n'est pas des objets de beaux-arts, mais des objets qui ont une vision utilitaire. Donc voilà ce qu'écrit Octavio Paz: carafe de verre, couffin d'osier, hupile de coton, jatte de bois, objets superbes, non point en dépit de leur utilité, mais grâce à elles. La beauté leur vient par surcroît, comme aux fleurs, le parfum et la couleur. La beauté est inséparable de leur fonction. Ces objets sont beaux parce qu'ils sont utiles. Les artisanats participent d'un monde antérieur à la séparation entre le bon et l'utile. Et c'est ce qui me paraissait aussi intéressant par rapport à Archimboldo et sa vision du savoir, puisque nous sommes encore, comme vous l'avez bien expliqué, une vision d'un savoir, une sorte de vision totale du savoir où il n'y a pas encore... Oui, pardon ?
Et donc, on voit bien, c'est une espèce d'avoir une vision totale de l'univers, hein, et il n'y a pas encore cette séparation que va amener le XVIIIe siècle, à mon avis, et l'esprit des Lumières entre les beaux-arts et les sciences. On essaye d'avoir, tous les cabinets de curiosité des bibliothèques sont très bien représentatifs pour moi, à l'époque de la Renaissance, de cette unité, ou cette volonté d'unicité d'un savoir. Et donc, c'est aussi ça ce qui me paraissait intéressant dans ce texte d'Octavio Paz. Il n'y avait pas encore de séparation entre le beau et l'utile, séparation plus récente que l'on peut croire. Nombre d'objets qui s'accumulent dans nos musées et nos collections particulières ont appartenu à ce monde où la beauté ne consistait nullement une valeur isolée et autonome. La société était divisée en deux grands domaines, le sacré et le profane. Dans l'un comme l'autre, la beauté était subordonnée ici à l'utilité, là-bas à l'efficacité magique. Ustensiles, talismans, symboles, la beauté représentait l'aura de l'objet, la conséquence que presque toujours involontaire de la relation secrète entre sa facture et son sens. La fracture, comment est toujours involontaire de la fracture. Et en fait, il dit qu'il y a une fracture après. Aujourd'hui, tous ces objets arrachés à leur contexte historique, à leur fonction spécifique, puisque le musée arrache l'objet, même un tableau de Chevalet, c'est la rupture cachée si chère à Paul Philippot, et il va essayer justement de redonner une cohérence à des collections et un savoir auquel il a arraché sa fonction d'origine. Alors, tous ces objets sont arrachés à leur contexte historique, à leur fonction spécifique et à leur signification originelle. Ils s'offrent à nos regards comme d'énigmatiques divinités, exigeant de nous hommage et adoration. L'art a hérité de l'ancienne religion le pouvoir de consacrer les choses et de leur conférer une matière d'éternité. Les musées sont nos temples et les objets qu'on y exhibe se situent au-delà de l'histoire. La politique, ou plus exactement la révolution, a confisqué l'autre fonction de la religion, changé l'homme et la société. Et il insiste, la révolution industrielle a constitué l'autre visage de la révolution artistique. À la consécration de l'œuvre d'art en tant qu'objet unique a correspondu la production toujours plus importante d'ustensiles utiles, identiques et toujours plus parfaits. Comme nos musées, nos maisons se sont remplies de machines ingénieuses. Et donc c'est là qu'il dit que le musée va accumuler tous ces objets que je vous ai montrés là. Hein, et donc en fait, comment on va faire pour organiser le chaos, maîtriser cette accumulation qui quelquefois est un peu vertigineuse, puisqu'on a un petit peu l'impression que dans nos sociétés contemporaines, surtout occidentales, nous sommes venus de gigantesques bibliothèques, de gigantesques musées, de savoir, d'accumulation de la mémoire, et qu'il faut bien, devant ce vertige, arriver à en savoir ce que l'on va faire. Donc je me suis dit que finalement, l'inventaire, le catalogage étaient des moyens en bibliothèque de maîtriser, de maîtriser l'accumulation. Donc l'inventaire des collections d'un musée de France est une obligation pour un musée de France, c'est le Code du patrimoine de 2002, mais évidemment cette pratique d'inventaire des biens culturels n'est pas une idée récente, puisqu'en fait, dès cette idée de la Renaissance, avec l'apparition des cabinets de curiosité, on va classer le savoir en typologie, en type, en collection scientifique, en collection technique. Et donc là, je vous renvoie à une instruction de Félix Vic-Dazir, médecin anatomiste et naturaliste, qui, à la demande de la Convention en 1793, publie une instruction sur la manière d'inventorier et de conserver dans tout l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences, à l'enseignement, proposés par la Commission temporaire des arts et adoptés par le Comité d'instruction publique et la Convention nationale. C'est-à-dire que dans cette instruction, on va aussi rentrer le monde des bibliothèques, puisqu'il va falloir essayer de tout inventorier, tout connaître pour évidemment l'instruction du peuple, qui est la grande question de la Révolution, puisque c'est elle qui va créer les trois grandes institutions muséographiques que nous connaissons aujourd'hui. Cette instruction, selon son auteur, doit servir au recensement des biens utiles à l'instruction du peuple, et ces biens seront rassemblés dans les institutions publiques pour la postérité. L'obligation d'inventaire des collections d'un musée va donc partir de cette obligation, et elle va en fait venir, c'est pour ça que j'ai appelé ça sous réserve d'inventaire, puisqu'en fait, dans les bibliothèques et dans les musées, on fait un inventaire comme fait un commerçant. Quand un commerçant ferme sous réserve d'inventaire, c'est bien aussi parce qu'il a envie de connaître tout ce qu'il a. Alors, mais la loi sur les musées de 2002 fait une étape importante pour mener une réflexion sur l'inventaire et le récollement des collections. Madame Christine Labourdette, directrice des services des musées, écrit « Sans ce travail méticuleux, sans cesse renouvelé, opéré par des spécialistes passionnés, nul chef-d'œuvre ne pourrait franchir les barrières du temps et être transmis aux nouvelles générations. » Donc,
Ensuite, voilà, alors, connaître son fond. Hein. Ces missions d'inventaire et de récollement s'inscrivent dans une chaîne opératoire de gestion des collections dans le processus de la conservation défini par un projet scientifique et culturel. C'est-à-dire que l'on a un stock, et après, comme à la Renaissance, on va savoir ce que l'on va faire de ce stock sur le plan intellectuel, mais aussi en assurer une conservation matérielle, puisque pour en avoir une étude intellectuelle, encore faut-il savoir ce que l'on a et savoir ce que l'on a dans quel état et dans quel état matériel. Donc c'est aussi pour ça qu'est devenu des notions qui sont d'ailleurs venues de l'industrie, puisque moi je m'intéresse au patrimoine industriel et je m'intéresse aux objets techniques et aux objets multiples. On a lancé la chaîne opératoire du chantier des collections. Vous avez, par exemple, c'est la BNF, quand elle a changé de Richelieu à Tolbiac, qui a lancé un chantier des collections, une grande entreprise de récollement de tout son patrimoine pour pouvoir le déménager. Donc vous verrez qu'ici, d'ailleurs, c'est la même chose qui a été faite pour la bibliothèque qui vient de rouvrir. Et que donc, c'est l'idée de se dire de répertorier ce que l'on a. Issu du monde de l'industrie, ce système était déjà en vigueur dans les contextes de traitement en série des livres de la bibliothèque, notamment à la Bibliothèque nationale de France, et sa transposition dans le monde des musées est plus récente. Le chantier de collection est également un enchaînement de différentes pratiques de conservation préventive qui, associées, constituent un processus de traitement intégré. Il prend en compte le contexte et se finalise dans le cadre des priorités et missions qui sont celles du musée en fonction des contraintes particulières à chaque établissement. Il définit les objectifs et les moyens qui seront nécessaires à leur réalisation en fonction de la nature des collections, de leur mode de conditionnement, de stockage, de présentation, ainsi qu'en fonction de la disposition des locaux, et comprend des opérations ordonnancées de façon logique. Et donc, voilà, je vous ai montré des photos de chantier des collections. Vous voyez bien que vous avez toujours des accumulations d'objets, des objets en série, qu'on essaye de trier, sélectionner, conserver, photographier, pour aboutir à ce que l'on a. Donc, alors ici, je me rappelle plus quel est ce musée. Vous avez... Et donc, le musée est une accumulation organisée de la connaissance. Un musée est une institution permanente. Je vous rappelle la définition qu'on donne l'ICOM, l'Institut, le Comité international des musées, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Donc, pour terminer, je voulais dire que justement, je pense qu'en partant de cette accumulation d'objets, puisque j'aurais pu vous montrer des images, puisqu'on voit le portrait d'Archimodo en bibliothécaire, vous avez après, à une époque plus tardive, au XVIIe siècle, qui avait été très bien montré d'ailleurs dans l'exposition consacrée à Bouchardon, des gravures qui vous montrent tous les petits métiers de Paris. Vous avez le ferblantier qui est aussi représenté par une accumulation d'objets, des accumulations d'objets qu'il produit, puisque le bibliothécaire, bien sûr, non seulement il a son métier de bibliothécaire, mais il est aussi, lui, capable de produire de la connaissance, et cette connaissance, son métier est d'organiser. Et je crois, mais je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, que c'est le philosophe Leibniz, quand il était bibliothécaire d'un grand électeur allemand, peut-être de Saxe, qui a mis au point le premier classement pour les bibliothèques, classement qui maintenant, vous savez qu'il y a des normes internationales, comme vous avez aussi des normes internationales pour inventorier les objets de musée et de les classer. Et donc, à partir, juste pour terminer sur le texte d'Octavio Paz, c'est-à-dire que il dit le destin de l'œuvre d'art est l'éternel et l'éternité frigide du musée. Alors, c'est un peu dur pour les musées. Donc je reprends le texte de ce qu'a dit exactement Octavio Paz. Le destin de l'œuvre d'art est l'éternité frigide du musée. Le destin de l'objet industriel est le dépotoir. Ce qui est vrai quand vous voyez le nombre maintenant d'objets, puisque le traitement des déchets est devenu un enjeu de notre société. L'artisanat échappe au musée, et quand il échelonne ses vitrines, il se défend honorablement. Ce n'est pas un objet unique, mais un échantillon. C'est un exemplaire captif et non une idole. Donc c'est aussi cette idée que cette accumulation d'objets, c'est aussi une mémoire, puisqu'on parle maintenant de mémoire de l'humanité, de plus en plus aussi au niveau international avec toutes les conventions internationales. C'est cette idée-là qui vient, moi je pense, à partir de la Renaissance, que cette idée d'un tout, et que le musée, on parle bien du musée universel, on parle bien du musée central des arts, on parle bien, c'est un tout, mais un tout qu'il faut quand même arriver à organiser pour éviter à la fois ce désenchantement du monde que peut créer par moment le musée et l'accumulation d'objets, et aussi le fait que l'on a extrait
on a extrait l'ouvrage ou même l'objet de son contexte économique, social et culturel pour le mettre dans une institution patrimoniale et que donc il va falloir organiser cette connaissance pour que les accumulations soient des accumulations vivantes et soient des partages de savoir. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Aucune question? Merci à tous dans ce cas. C'était intéressant de voir comment la mémoire, pour exister, elle a besoin d'avoir une forme. Et cette forme aussi n'est pas dépourvue de sens. Donc, ce qui peut avoir ensuite la forme d'un musée ou la forme d'un tableau. Donc, c'est extrêmement intéressant et émouvant. Donc, merci encore à tous. Merci à vous, à nos intervenants. Et vous pouvez assister à d'autres ateliers. Donc, bonne continuation pour cette journée d'études.